Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. David a parcouru le globe, exploré de nombreux pays et eu la chance de faire partie d'une équipe mythique, celle du Cirque du Soleil. En fait, le voyage fait partie de son ADN. Enfant d'une famille franco-canadienne, il a déjà habité entre la France, les Antilles et le Canada. Et c'est d'ailleurs complètement par hasard que son chemin a croisé celui du Cirque du Soleil. Ensemble, on revient sur comment toute cette aventure a commencé. À l'époque, il ne connaissait absolument rien au monde du cirque et devient néanmoins responsable du merchandising. David nous raconte son métier, son quotidien et ce qui le passionne dans son activité. Il nous embarque avec lui en tournée à travers les États-Unis, l'Europe, l'Asie, avec sa famille du cirque. David a vécu plus de 7 ans, cette vie nomade aux 4 coins du monde, jusqu'au jour où le cirque s'est posé en Nouvelle-Zélande, où il a eu un véritable coup de cœur et où il habite aujourd'hui. Vous l'aurez compris, David a déjà vécu 1000 vies, et après avoir refermé le chapitre du cirque, il a écrit un livre, est devenu steward, également producteur de théâtre, bref, une vie d'artiste, de bohème qui va où le vent le mène et où le cœur lui en dit. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello David. Allô Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, surtout qu'on va parler d'un sujet inédit encore dans le podcast, le Cirque du Soleil. Je suis vraiment super contente de pouvoir en apprendre plus sur le Cirque du Soleil et puis aussi de nous replonger un peu dans la Nouvelle-Zélande qu'on n'a pas abordé depuis la saison 2 du podcast. Oui, ça monte, mais je me suis dit que quand je t'ai contacté, le cirque c'est quand même un mode de vie de nomade qui est très très différent de ce que peuvent faire les work holiday visa ou les voyages plus traditionnels. Donc c'est un autre mode de vie que j'ai expérimenté, je sais pas si ça se dit, que j'ai vécu. Expérimenté. Tu vois, quand tu passes ta vie dans un pays anglophone depuis plus de quasiment 20 ans, oui, c'est un mode de vie que j'ai expérimenté pendant 8 ans et qui est très très différent de tous les autres types de voyages que j'ai pu faire. Ouais, complètement. Et je suis ravie qu'on puisse en parler aujourd'hui. Je te propose de commencer par te présenter pour les auditeurs, de donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens, et puis en 2-3 mots, nous dire ton parcours pro, puisque après on va quand même en parler pas mal. Ok. Donc mon nom est David Jack. C'est marrant parce que mes amis m'appellent David. Au travail, on m'appelle DJ parce que David est un prénom qui est très courant. Donc, et quand j'étais au cirque, on est tous sur une radio. Et donc, quand quelqu'un appelle David, il y en a au moins 3 à répondre. Donc, au cirque, on m'a dit change de nom. Je dis mais c'est mon nom. Je dis ok David Jack. On m'a dit non c'est trop long. Donc, et quelqu'un dit DJ. Je dis oh, pourquoi pas, ça fonctionne. Ce fait qu'on peut m'appeler David Jack ou DJ. J'ai 49 ans. J'ai grandi entre un genre de triangle entre Montréal, entre Paris et entre Saint-Barth aux Antilles françaises. Donc j'étais un petit peu entre les trois en permanence. Donc je suis franco-canadien. Donc j'ai les 2 passeports français et canadiens et j'ai aussi le passeport néerlandais. Donc ma collection de passeports est complète. Et je vis en ce moment, depuis quelques années, oui. Il manque juste, non, j'ai l'Asie, enfin j'ai l'Océanie, j'ai pas de pays réellement asiatique, mais c'est correct. Je pense qu'avec ces 3 parties-là du monde, je suis capable d'aller un peu partout. Et donc je vis depuis quelques années comme tu l'as dit, en Nouvelle-Zélande, je suis à Auckland. Donc pour parler de mon parcours en quelques mots, donc j'ai fait mes études en France parce que l'université est gratuite, alors qu'au Québec il faut prendre un prêt étudiant et s'endetter pendant des années, donc j'ai profité de mon passeport français. Donc j'ai étudié en droit et en économie, chose qui ne m'a jamais servi du tout de toute ma vie, directement je dirais, parce que le droit français à part de la France ça sert pas à grand chose ailleurs, mais ça m'a appris une logique de pensée. J'ai travaillé chez Ikea comme chef produit pour le Canada.
Donc j'étais basé à Montréal et ensuite et qui a voulu me relocaliser en banlieue de Toronto, dans une banlieue qui est pas très très belle où j'allais déjà quasiment toutes les 2 semaines. Et ça me tentait pas. Il y avait pas mal de changements dans ma vie au même moment et un collègue dont la femme travaillait au Cirque du Soleil mais au siège social en informatique m'a dit hey, recrute du monde en tournée, est-ce que tu veux pas essayer? J'avais vu le Cirque du Soleil 3 fois, j'avais été en tant que spectateur, j'ai vu des spectacles à Montréal et à Londres. Jamais j'aurais imaginé que je serais là un jour sous la tente à y travailler. Donc je suis parti le 1er janvier 2005, enfin le 2 janvier 2005, vers Houston au Texas, me disant si ça me plaît pas, je rentre à Montréal. Et puis je suis resté 8 ans sous la tente. Ok. Bon, on et la tente m'a amené en Nouvelle-Zélande. Beaucoup plus en détail. Ouais. Et maintenant tu es en Nouvelle-Zélande. Donc oui, on enregistre avec un tout petit décalage horaire, depuis le Québec jusqu'à chez toi. C'est la bonne saison en fait pour s'appeler parce que même si moi on est déjà le lendemain par rapport à toi, t'es juste 6 heures en avance sur moi alors que quand c'est les changements d'heure inverse, on a 8 heures de décalage donc c'est plus compliqué. Mais là 6 heures ça se fait bien, c'est un peu comme toi t'appelles la France qui est en avance sur toi. C'est exactement ça. Simplement okay. Toi t'es hier. Je suis dans ton futur. Tu es dans le futur. On est toujours les premiers à passer la nouvelle année. Ben oui, c'est vrai. Écoute, moi, j'ai envie de commencer par les questions que je pose à tous les invités. J'aimerais bien que tu nous replantes un peu le décor en nous disant d'où te vient l'origine de la passion du voyage. Je dirais, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Je pense que la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais juste quelques mois, donc je n'en ai aucun souvenir, bien sûr. On habitait entre la France et les Antilles, et puis on allait de temps en temps au Canada, donc c'était, pour moi, prendre l'avion, c'est quelque chose qui était déjà complètement normal. J'ai toujours vu ça comme prendre l'autobus ou prendre le train. Ça, le côté, c'est le voyage de l'année, pour moi, il y a toujours des vols qui sont réservés à l'avance, donc j'ai toujours voyagé. Être pendant 7, 10, 15, maintenant on va jusqu'à 19 heures dans un avion, c'est vraiment pas quelque chose qui m'effraie. En plus, j'ai la chance de dormir en avion. Et puis, le voyage, ça permet de découvrir d'autres cultures. Et quand on a commencé à me parler du cirque, j'ai dit, moi, j'ai découvert d'autres cultures. Bon, effectivement, je ne peux pas dire que toutes les villes où j'habitais, c'était des villes fantastiques à découvrir, où la culture il y avait beaucoup de choses à voir. Des fois, on était vraiment dans des banlieues, d'endroits où on n'a pas envie d'aller. Mais ça m'a permis de voir, quand j'ai tourné aux États-Unis, j'ai tourné dans tellement de villes, j'ai vu vraiment la différence entre d'un état à l'autre, la mentalité, le mode de culture. Au Texas, quand j'ai été demandé mon numéro d'assurance sociale, la madame qui m'a reçu, dans son cubicule, il y avait des croix de Jésus partout, et pendant qu'elle rentrait mes informations sur l'ordinateur, elle me proposait de lire la Bible, chose que j'ai dit oui, si j'avais été dans un autre état, on m'aurait sûrement pas proposé ce genre de choses. Donc c'est très intéressant de voir et même je dirais au niveau nourriture, quand on était au cirque, d'une ville à l'autre, on n'avait pas le même menu, les mêmes boissons, parce qu'il y a des choses qui sont plus locales. Et donc à chaque fois on s'adapte et on voit, on mange des nouvelles choses, on voit des nouvelles habitudes, on trouve des nouveaux produits. Et puis l'avantage du cirque, c'est qu'aussi on engage beaucoup d'employés temporaires et on engage à peu près entre 100 et 120 personnes à chaque fois. Et donc on rencontre des nouvelles personnes. Et même si elles sont là pour quelques semaines, parfois ça va aller jusqu'à 3 mois, on crée des liens avec des nouvelles personnes et puis après on peut garder ces liens plus tard et il y en a encore quelques-uns avec qui je suis en contact, même des années après. Donc ouais, ça a renforcé en fait ton envie de découvrir d'autres cultures, d'autres lieux finalement, le Cirque du Soleil pendant 8 ans. C'était l'occasion de voyager, d'être payé, et puis même, on en parlera un peu plus tard, même si dans chaque ville je retrouvais mon bocal, où toutes les choses étaient au même endroit, organisé de la même manière. Il y avait toute la vie autour qui était différente, l'atmosphère, l'environnement qui était différent. Mais ça m'a permis d'avoir une autre vue. Et maintenant, quand je retourne dans des villes où j'ai habité avec le cirque, je me redeviens un local. C'est comme si tu retournes dans une ville où tu as grandi, une ville où tu as habité même pendant 6 mois, tu reconnais le supermarché, tu sais exactement où se trouvent les choses. Donc c'est vraiment un autre point de vue. J'étais en vacances à New York il y a quelques jours, je retrouvais les endroits où j'allais régulièrement quand j'étais au cirque. Wow, génial. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu le type de voyageur que tu es, toi? D'abord, je voyage très léger. Je reviens de vacances, je suis revenu il y a 3 semaines. J'étais passé 2 semaines entre New York et Montréal, rencontrer des amis, retrouver des amis. Et pendant les 2 semaines, j'avais juste ma valise de cabine. Je suis capable de voyager avec très très peu de choses. Bon, bien sûr, sur moi, j'avais pris quelques vêtements chauds que je portais directement parce que l'hiver risquait d'arriver à tout moment. Avec le Québec, on ne sait jamais quand est-ce que la neige peut nous tomber dessus. Puis New York peut être très frais aussi, mais
Je suis quelqu'un qui voyage léger. Puis c'est une autre chose que j'ai appris au cirque, c'est que notre vie tient dans 2 valises, donc il faut que on a l'essentiel. Donc je suis quelqu'un qui voyage léger, puis aussi j'aime pas traîner des grosses valises dans les couloirs interminables des aéroports, de métro, des escaliers, surtout à Paris. Il y a très peu d'escaliers mécaniques dans le métro et tous les escaliers sont à la main, il faut porter. Je suis quelqu'un qui en général m'adapte beaucoup au milieu local. Je vais essayer de passer vraiment pour un local, c'est-à-dire que je vais pas me balader avec ma caméra, mon sac à dos, etc. Je suis profil bas, ce qui permet aussi d'être plus sécuritaire. Dans le métier que je fais actuellement, je suis aussi amené beaucoup à voyager et beaucoup de mes collègues, lorsqu'on allait en Argentine, se sont retrouvés dans des situations où on repérait qu'ils étaient touristes. Déjà, ils ne parlaient pas la langue, j'ai la chance de parler l'espagnol, mais eux ne la parlaient pas. Ils prenaient des photos, etc. et se sont fait voler leur montre, leur appareil photo, leur téléphone, toutes ces choses-là. Alors que moi, en général, je suis profil bas et je me noie un peu dans la masse, donc j'essaie pas de spécialement me faire remarquer. Et puis je suis bon pour regarder, j'ai une bonne mémoire, donc je vais garder les adresses, les endroits que j'ai aimés, puis les repartager. Oui, retourner si j'ai l'occasion de retourner à cet endroit-là. Mais je suis quelqu'un qui aime bien retourner aux endroits que j'ai aimés, donc j'aime le côté découverte, mais j'ai aussi le côté redécouvrir. Ok, ouais, intéressant. Oui, parce que le Cirque du Soleil, c'est une entreprise qui est québécoise, je me trompe? Oui, de Montréal, tout à fait. Du coup, toi, t'as vécu aussi au Québec quand t'étais enfant? J'étais un peu plus grand. La partie la plus jeune, Ok. j'étais vraiment entre les Antilles et la France. Mais après, oui, quand j'étais plus grand, j'ai vécu au Québec. Donc, c'est pour ça que moi, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens de Montréal parce que ma culture est vraiment canadienne, québécoise. Ok. Mais j'ai aussi ce côté, mes parents sont français, ma sœur est française. Donc, j'ai vraiment ces 2 côtés. Puis, je suis capable de jaser en mon québécois, puis je suis pas capable de parler aussi le français plus international. Pour moi, je vois ça un petit peu comme 2 langues, 2 pays, 2 cultures. Même si elles s'entrelacent énormément. Ouais, c'est quand même différent. C'est différent, je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a pas de Et... Saint-Hubert en France encore. Ah non. C'est vrai que souvent j'entends les Français qui disent nos cousins les Québécois. Mais en fait, quand tu arrives au Québec depuis la France, genre, en fait, tu te dis bah ouais, non, pas tant que ça quand même. Hein. C'est une vraie culture complètement à part. C'est une autre culture. On a la langue en commun et encore. Et encore, elle est quand même assez différente. La base est la même, mais c'est ce qui fait vraiment notre diversité. Et puis c'est génial. Et maintenant, il y a tellement aussi de Français qui sont arrivés au Québec, qui amènent aussi une nouvelle, qui intègrent cette culture et puis qui vont amener la culture qui vient de France. Donc oui, le côté cousin, ça m'a toujours un petit peu horrifié, c'est comme ça. Oui, toi aussi. Oui, non, on n'est pas cousins. Oui, on a des origines. J'avais peur de te vexer, mais ça va. Non, pas du tout. Et alors, toi, quand est-ce que tu entends parler pour la première fois du Cirque du Soleil finalement? La première fois, c'était je pense en 2000. À ce moment-là, j'étais à Paris et avec ma sœur et mon meilleur ami, on avait été à Londres pour passer le jour de l'an 2000. De 99 à 2000. C'était en 2000, je pense. Il y avait le Cirque du Soleil qui était à Londres. Donc, j'ai dit, c'est l'occasion. Et je me souviens, j'arrive et je vois le Cirque du Soleil. Et ça commence en français, même si on est à Londres, en disant, bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue au Cirque du Soleil. Et j'étais là, ils suivent la loi 101. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi de la francophonie au Québec qui régit comment est-ce qu'on doit parler. Et j'ai dit, même à Londres, ils vont commencer la première chose en disant « Bienvenue au Cirque du Soleil » en français. J'étais tellement fier. Et je suis pas quelqu'un qui va forcément défendre la langue française partout. Je dis, je vis dans un pays anglophone maintenant. Mais j'ai dit, c'est quand même super d'entendre ça. Puis le show a continué. Puis après tout, le spectacle, de toute façon, est dans une langue imaginaire. Mais donc, la première fois que j'ai vu le cirque en vrai, parce que j'avais vu sur Cinéma IMAX, au Vieux-Port de Montréal, Oui. donc j'ai vu Kidam et puis après à Montréal j'ai vu un spectacle qui s'appelle Totem. Pardon, non je te dis bêtise, qui s'appelle Varekai. Et après j'ai vu Dralion. Et fin 2004, donc on m'a proposé de rejoindre le cirque par la femme d'un de mes collègues d'IKEA. Et ben je me disais mais moi je connais rien du cirque. J'ai regardé 3 spectacles. J'ai regardé des DVD à l'époque qui montraient un petit peu la production et la création d'un spectacle. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et le poste que j'ai eu, c'était responsable du merchandising. Donc,
venant d'IKEA, on a beaucoup de formations sur comment présenter les produits pour que ce soit beau, que ça donne envie. Donc c'est ce qui les a intéressés. Bon, j'ai quand même dû passer, je pense, 5 entrevues pour avoir le boulot. Je leur ai dit, je n'applique pas pour être le président du cirque, là. C'est 5 entrevues pour être superviseur au merchandising, là. Mais bon, ils m'ont donné le boulot et puis assez rapidement, je suis passé gérant, puis après gérant des services au public. Donc ça a été très intéressant parce que non seulement c'était les produits dérivés, mais c'était aussi les comptoirs alimentaires, l'attente qu'on appelle VIP d'hospitalité, c'est la billetterie, les placiers, donc ça touchait tout ce qui va. C'est pas que les, en dehors les des artistes, alliances, finalement. ça, moi je touche pas directement aux artistes. Mon département est le seul, en dehors des alliances corporatives, à ramener de l'argent au cirque. Tout le monde, tous les autres dépensent de l'argent. On regarde les artistes, techniciens, production, ils dépensent. Nous, on ramène les billets, on ramène les ventes des billets, on ramène les ventes des sacoches, du popcorn. Et puis, il y a aussi tous les partenariats qui sont à côté, qui vous ramènent de l'argent. Mais donc, on a un poste qui est très, très, très important parce que si on ramène pas de sous, on peut pas en dépenser. Donc oui, les artistes sont très importants, c'est eux qui font la magie. Oui. Mais mon boulot, c'est de faire en sorte que la magie commence avant le spectacle et se termine après, continue après le spectacle, quand les gens sortent de la tente, qu'ils aient encore les yeux qui pétillent pendant longtemps, en écoutant la musique, en portant les chandails, en ayant les souvenirs qui étaient vendus, mais aussi de les amuser dès qu'ils arrivent, qu'ils soient déjà dans un endroit merveilleux du cirque, dans l'attente d'attente, avant d'être dans le grand chapiteau. Ouais, je comprends. Mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en quoi consistait ton poste exactement avant qu'on se plonge un peu dans tout l'univers du cirque? Mon poste, quand j'ai commencé, superviseur au merchandising, mais après c'était responsable service au public. Donc j'avais sous moi plusieurs superviseurs. J'en avais 2 qui s'occupaient de la boutique souvenir, donc c'était toute la vente des produits dérivés. Comme je le disais tout à l'heure, on engage à peu près une centaine de personnes dans chaque ville, donc on passe par des compagnies de travail d'intérim et qui vont nous recruter des employés locaux qu'on appelle des circadors, des cirques ambassadeurs. Donc quand le cirque vient à Québec, si tu veux une job d'été supplémentaire, tu peux appliquer comme circador, puis tu vas donner tes disponibilités, puis tu vas faire quelques heures dans la semaine. En plus, tu vois le spectacle gratuitement, ce qui est un bonus. Oui. Et donc, il supervisait les circadors du merchandising. J'avais aussi une équipe pour les comptoirs alimentaires, donc c'est le popcorn, les hot dogs, les boissons, dans certains marchés, le vin, la bière. Enfin, le menu change un petit peu. Lorsqu'on est en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est les fameuses pies, les genres de tourtes à la viande, parce que c'est très populaire ici. Puis quand on est au Mexique, c'était les nachos ou des choses comme ça. Donc on s'adapte au marché, ce que les gens ont envie de manger. Et puis j'avais la billetterie, les placiers. Et j'avais aussi la tente VIP où là, on vendait des billets plus chers, mais avec un service de traiteur à l'intérieur. Et puis parfois, on avait des salons privés où, dépendamment de ce que la personne voulait faire, on pouvait éventuellement l'aménager d'une manière spécifique ou avoir un service ou faire venir un artiste. Donc il y avait toute une panoplie de choses qui étaient proposées. Donc c'est Montréal, le bureau chef, qui vendait ces produits-là, et puis nous on recevait la briefing sheet, puis on disait exactement ce qui était attendu. Donc moi je devais coordonner un petit peu tout ce monde-là, faire les dépôts à la banque, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'argent comptant, les gens payaient beaucoup cash pour ce genre de choses, surtout dans certains marchés où on va dire qu'il y a parfois du blanchissement d'argent, donc les gens payent plus avec des billets de $100 que dans d'autres. Et puis des fois il faut s'adapter, on est sur des marchés différents. Par exemple à Londres maintenant, les spectacles sont dans un théâtre qui s'appelle le Royal Albert Hall, j'arrive jamais à le prononcer correctement. C'est un théâtre et donc on n'est plus dans l'attente, donc c'est un environnement qui est différent. Puis au lieu d'être toujours dehors, je suis dans des tunnels et des corridors souterrains et je ne vois pas la lumière du jour de toute la journée, donc c'est un gros changement. Il y a plein de spécificités qui sont pour chaque ville. Et chaque ville est un petit peu une nouvelle aventure, même si globalement, ça reste la même chose. Il y a toujours beaucoup de nouvelles choses. Puis comme je te l'ai dit, on a des employés locaux, donc il faut les former dans chaque ville. Eux, ils arrivent, ils n'ont aucune idée à quoi c'est censé ressembler, donc on doit vraiment les guider, mais on a besoin d'eux parce qu'on peut pas tout monter tout seul, on est très limité dans le temps. Alors comment ça s'organise une tournée? À chaque fois, c'est sur une année que vous organisez? Alors, le plan de tournée, en général, on l'a à l'époque, ça a peut-être changé depuis la Covid, mais à l'époque, on l'avait à peu près 1 an et demi à l'avance, donc on savait 1 an et demi à l'avance où on allait aller. En général, quand un spectacle commence, un spectacle de tournée en chapiteau, les tournées en aréna, c'est différent, mais un spectacle tourné en chapiteau, en général, va commencer par Montréal. Il va rester à Montréal pendant au moins 3-4 mois, ensuite il s'en va à Québec, parce que le cirque a réellement commencé à Baie-Saint-Paul, autour de Québec. Et puis, après, il va tourner en Amérique du Nord, pendant, en général, 4 ans. Donc d'abord faire les gros marchés, les grandes villes, puis après ce qu'on appelle les marchés B, donc c'est les plus petites villes. Ensuite, dépendamment là où il y a une disponibilité, on va l'envoyer en Europe, en Asie, un petit peu partout. Et puis
parfois, on explore des nouveaux marchés. Donc, moi, quand j'étais au cirque, on a commencé l'Amérique du Sud beaucoup plus, alors qu'avant, on ne faisait pas. Je sais qu'il y a des nouveaux pays d'Asie qui ont été commencés. Le Japon a toujours été là, mais la Chine, c'était nouveau comme marché. Donc, ils essaient d'aller un petit peu sur d'autres nouveaux endroits. Donc, on a notre plan de tournée, et puis on nous dit, voilà, tu vas arriver, par exemple, à Sydney, je sais pas moi, le 1er août, et puis tu y es jusqu'au 1er novembre. Donc, on a des hébergements qui sont prêts pour nous. Dépendamment des villes, on est soit en appartement, soit on est à l'hôtel. Si on est en appartement, souvent ces appartements avec 2 chambres, donc on a un colocataire, on choisit avec qui on veut être, et puis on s'installe réellement dans la ville. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est le montage, donc c'est toujours une période très occupée parce qu'on a une semaine pour monter tout. Donc il y a des gens qui arrivent avant nous, qui vont mettre de l'asphalte, donc ils vont s'assurer à ce que le stationnement, souvent on est sur des grands stationnements de centres commerciaux ou des grands parkings en fait. Donc ils vont s'assurer à ce que ce soit complètement plat, donc ils vont remettre un asphalte parce qu'il faudrait pas qu'il y ait des pentes et puis qu'on se retrouve avec une énorme mare sous le grand chapiteau. Ce serait vraiment ou dans les tentes. Donc ils vont s'assurer à ce que c'est très plat. Ils vont installer les gros rivets qui vont tenir les mâts. Et puis nous quand on arrive, c'est la montée du mât. Donc ça se retrouve toujours sur les médias locaux parce qu'il y a toujours la presse qui est là. Il y a la montée des mâts et on commence à monter le chapiteau, le grand chapiteau. Et puis après on se monte toutes les autres tentes qui sont autour, la tente artistique, les tentes d'entrée, la tente VIP. Donc moi c'est à ce moment-là en général qu'avec mon équipe on arrive. Et puis on a nos containers ou nos camions qui sont là et on va passer une semaine sur un forklift à vider les camions. Et c'est une des premières choses que j'ai appris en tournée, c'est à conduire un forklift et puis ne pas faire tomber ce qu'on appelle les road cases, ces grosses boîtes avec des roulettes. On les amène aux endroits où ils sont requis dans les tentes et puis on va expliquer à nos circadors comment monter ça. À quoi ça est censé ressembler. Donc on a des photos avec nous de la ville d'avant et puis on reçoit en même temps notre livraison de marchandises. Donc on va recevoir les pretzels, les popcorn, les hot dogs, etc. Tout ce qu'on a besoin. Dans une ville c'est un marché Coca-Cola, dans une autre ville c'est un marché Pepsi-Cola. Donc il faut qu'on change un petit peu les produits. On va recevoir des frigos parce que ça on les emprunte localement. On a reçu donc une livraison de marchandises. Donc on va recevoir du stock de t-shirts, de sacoches, de tout ce qui est vendu. En fait il y avait énormément de produits à l'époque. Et puis on monte ça, on met nos étiquettes prix parce que quand on a changé de pays, il faut réétiqueter tout avec le prix local. Oh là là. C'est toujours le fun. Et puis, dans le camion qui est vide maintenant, on prépare notre entrepôt. C'est notre entrepôt pour la ville. Donc, on a toutes nos boîtes de t-shirts avec les différentes grandeurs et tout le stock. Et puis, on va avoir d'autres livraisons qui vont arriver pendant la ville. En parallèle, on va former nos circadors à être vendeurs, à être caissiers, donc utiliser la machine à popcorn sans se brûler, parce qu'on a toujours un ou deux qui mettent pas le gant et puis qui vont se brûler. Savoir vendre les produits. On vendait des toiles, des photographies en méthode d'impression qui s'appelle giclée. Et puis ça allait jusqu'à $6,000. Donc ça se vend pas comme un porte-clés. Donc il fallait les former, savoir de quoi ils parlaient. Et puis c'est la répétition générale, donc il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont invités, donc ces gens-là en général ne sont pas toujours, s'ils sont invités pour le spectacle, ils sont pas très amenés à dépenser pour beaucoup de choses, donc on va vendre un petit peu de popcorn et un petit peu de soda, mais ils vendent pas trop de souvenirs, mais juste assez pour que nos employés n'aient pas trop la pression, et puis ils commencent à s'habituer réellement à avoir des vrais clients. Et puis le lendemain c'est la première, donc là on a toute la presse qui est là, on a les représentants de la ville, il y a plein de monde qui est là, des journalistes et tout. Et puis après on commence ce qu'on appelle la city run, donc c'est la ville. Donc ça devient normal, on fait jusqu'à 10 shows par semaine, donc c'est des longues journées. En général, le lundi il n'y a pas de spectacle, c'est ce qu'on appelle une journée dark, donc c'est notre journée de repos. C'est la journée où on fait notre lavage, c'est la journée où on fait l'épicerie, on va chez le coiffeur, chez le dentiste, on fait toutes ces choses-là. Et puis le mardi, mercredi, souvent c'est un spectacle. Jeudi, parfois il y en a 2. Vendredi, il y en a 2. Samedi, il y en a 2. Dimanche, il y en a 2. Donc c'est la longue série. Donc on n'arrête pas. Et puis à un moment donné, en général, à peu près 3 semaines avant qu'on finisse la ville, on commence à préparer le démontage. Donc on commence à préparer notre plan de chargement des containers ou des camions, parce qu'il y a des autres équipements qui ont pu être rajoutés ou remplacés pendant la ville, donc il faut réajuster tout ça. Préparer notre inventaire qu'on doit faire en fin de ville, et puis préparer le plan de qui va faire quoi au moment du démontage, parce que l'équipe peut avoir changé. Et lorsqu'on démonte un dernier spectacle, ça va tellement vite, parce qu'autant on a quasiment au total 10 jours pour monter, mais on a 2 jours et demi pour démonter. Et dans le cas des tentes d'entrée que moi je gérais, on avait quelques heures. Ce qui fait qu'on fait le dernier spectacle déjà on n'a pas tout le stock sur les tablettes de boutiques souvenirs, on va avoir 2 grandeurs par chandail parce que le reste a déjà été pacté et on a mis toutes nos boîtes dans un mur au fond du camion.
Et puis, on fait l'entracte, donc on vend les produits alimentaires, et dès que le dernier client est parti et que la deuxième partie du spectacle recommence, on débranche tout. On fait le cash-out, donc on sort l'argent des caisses, on fait pour aller préparer notre dépôt, on met ça dans le coffre-fort, et puis on démonte les comptoirs, on nettoie les machines. Et à la fin du spectacle, si on a tout bien fait, quand les gens vont sortir, toute cette côté d'attente où il y avait des comptoirs 1 heure avant, tout a disparu. C'est complètement vide. Tout a déjà été mis ou est en train d'être chargé dans les camions en arrière que les gens ne voient pas. Et puis après, on fait la même chose pour la boutique souvenir. En général, entre 11h et 2h du matin, on a terminé et moi, ma tente est complètement vide, il n'y a plus rien. On a balayé, mes camions sont fermés, j'ai mis le cadenas et puis j'ai 3 jours de repos. Le temps de voyager jusqu'à la ville suivante pour recommencer le circuit au complet. Et je t'ai pas demandé, mais vous êtes combien donc de personnes, enfin à peu près évidemment, à vous déplacer ensemble et combien il y a d'intérimaires finalement que vous avez à chaque fois que vous êtes dans une ville? Alors sur un show normal, à l'époque, peut-être que maintenant il y a peut-être eu des coupures budgétaires, il y a des postes qui ont été coupés. Quand j'ai commencé, on était encore plus nombreux. Moi, quand j'étais en tournée, on était entre 100 et 110 employés sur la tournée. Ça comprend les artistes. En général, il y a à peu près il y a à peu près 50% d'artistes. Puis le reste, ça va être les techniciens, on a un plombier, on a un électricien, on a un chef à la cuisine avec des sous-chefs, on a quelqu'un qui s'occupe de l'hébergement, on a des professeurs. Enfin, à l'époque, on avait des professeurs, maintenant c'est différent. Donc on avait notre propre école pour les artistes qui sont jeunes et les enfants des artistes. Donc l'école était proposée en français et en anglais parce qu'on est une compagnie québécoise, donc on doit suivre les programmes du Québec. Donc c'est encore c'était un vrai village au complet. Il y a plein de monde. On a des comptables. Il faut bien qu'on soit payé, il faut qu'on paye les fournisseurs locaux. On engage localement aussi, donc à peu près entre 100 et 110 personnes. Il y a des gens qui sont occupés en permanence parce que il y a les costumiers, des gens qui vont assister les costumiers qui sont nos employés, mais qui vont être là pour laver les costumes, parce qu'après chaque spectacle on doit les laver. Puis on a des énormes ventilateurs pour les sécher le plus vite possible, parce que des fois il doit faire 2 spectacles dans la même journée. Réparer les costumes parce qu'évidemment ça s'abîme, même si puis on doit les changer d'une manière régulière. On a vraiment de tout, tous les corps de métier quasiment sont représentés. On est un village au complet. Très souvent c'est le petit village d'Astérix dans une grande ville américaine, une grande ville asiatique. Mais quand on rentre dans notre village, on est chez nous parce que les choses sont toujours dans le même ordre. On a le grand chapiteau. Et ça, c'est la première fois que je suis parti en vacances et quand je suis revenu au cirque, j'ai vu le Big Top avec le décor c'était à l'époque on appelle ça de swirl, donc c'est un peu comme un cornet de crème glacée. Et quand j'ai vu les couleurs bleues et jaunes, je me suis dit, hey, c'est chez moi. C'est la seule chose qui est consistante maintenant dans ma vie. Ma chambre d'hôtel change à chaque ville, mon appartement change, mais ça, c'est toujours là. Et quand je rentre à travers les barrières, je vais voir le grand chapiteau. Derrière, accroché à lui, il y a la tente artistique. J'ai tous les camions qui sont nos bureaux, et puis j'ai mes tentes d'entrée. Et puis, c'est mon monde, c'est ma cuisine, c'est là où je vis, c'est là où je travaille. Et ma bulle, comme j'appelle ça, mon village, je le transporte aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Russie, un peu partout à travers le monde. À l'extérieur, c'est complètement différent, mais à l'intérieur, on est sécuritaire, on est chez nous, c'est là où sont les choses. Ça, finalement, tu te déplaces partout, mais tu as toujours tes repères. C'est la seule chose qui est standard dans notre vie qui ne change pas. Le reste change entre 3 semaines et 3 mois. Combien de temps dure la tournée exactement ? Alors, une ville va être entre 3 semaines et 3 mois. 3 semaines, c'est un petit marché, c'est 3 semaines de spectacle. Donc, avec le montage, démontage, on y est pour 5 semaines. Le plus long que j'ai fait, c'était 3 mois et demi, c'était Montréal. Mais j'ai fait des grandes villes comme ça, c'est aussi Sydney, Amsterdam. Donc, ça dépend vraiment de la taille de la ville. En Nouvelle-Zélande, quand le cirque vient, on les a pas tout le temps, on n'a pas tous les spectacles. Quand ils viennent, en général, ils restent à peu près 3-4 semaines. Parce qu'on est un petit pays quand même, avec une petite population. Donc vous partez 50 semaines et après vous enchaînez non-stop, c'est-à-dire vous rentrez plus après au Québec pendant tout ce temps-là ? Donc on a 2 semaines de vacances, ça c'est les grands congés d'Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc techniquement oui, on est en tournée pendant 50 semaines par an. Wow. Et puis une fois par an, on a notre congé annuel où on nous renvoie tous à la maison. Donc c'est le cirque qui nous renvoie par rapport à notre adresse fiscale. Là où on va habiter, enfin là où on habite officiellement. Mais bien sûr, par exemple, les artistes entre deux villes ne font pas partie du montage. Eux, ils finissent le dernier spectacle et ils vont pacter leur road case avec leur costume. Et puis après, ils s'en vont et ils ne reviennent que quelques jours avant la première. Donc, eux vont avoir facilement 10 jours entre deux villes. Donc, ils vont se balader. Soit on leur paye le billet d'avion. Si par exemple, je sais pas, tu étais à Québec et puis ta prochaine ville, c'est Vancouver. On va leur payer un billet d'avion, Québec-Vancouver. Mais
ils peuvent décider de prendre cet argent-là et puis d'aller aux Bahamas s'ils veulent. Ils peuvent faire autre chose s'ils le souhaitent. Mais dans mon cas, j'avais en général 3 jours entre 2 villes. Donc, sur la côte Est, en général, j'allais à New York ou je repassais à Montréal. Sur la côte Ouest, j'allais chez des amis ou j'allais quelques jours à Vegas voir des amis qui habitent là ou voir des spectacles du cirque. On a peu de temps, mais on prend temps quand même entre nous d'aller explorer la région où on est. Donc, ce qui compte quand tu es en tournée, c'est pas forcément le temps de vacances entre 2 villes. C'est si tu es à, je sais pas moi, à Miami pendant 3 mois, c'est d'explorer sur tes journées de repos tout ce qui est autour de Miami. C'est là où tes vacances vraiment existent. C'est plus les coupures, quoi. Et donc finalement, tu dois apprendre à vivre avec tes collègues. Oui, ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que j'ai jamais vécu ça. Bon, déjà je suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup de colocs dans ma vie. C'est pas un concept qui existait beaucoup quand j'étais jeune. Et puis comment je pourrais expliquer ça? Quand tu vis avec tes collègues, automatiquement dès qu'il y a une tension entre deux collègues, ça se ressent sur tout le monde. Parce que, par exemple, s'il y a un couple en tournée, puis t'es très ami avec l'un des 2 membres du couple, et puis qu'ils se séparent, automatiquement, comme on est juste une centaine, ou 110 ou 120, automatiquement ça va avoir un impact sur le moral de tout le monde, parce qu'on sait que ces 2-là ne vont plus ensemble. Si dans un bureau il y a un couple qui est ensemble, mais qu'ils décident de se séparer, ils vont peut-être devoir travailler entre 9h et 5h du lundi au vendredi ensemble. Une fois qu'ils sont partis à la maison, c'est fini. Mais nous, on vit avec nos collègues. Mon coloc, moi c'était un technicien de lumière. J'ai eu un coloc aussi qui était contorsionniste. Donc on vit vraiment en vase clos. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de prendre du temps et de s'éloigner du cirque sur la journée de repos. Et moi, en général, je ne traînais pas trop avec les gens du cirque sur ma journée de repos. Le dimanche soir, après le dernier spectacle, si on allait prendre un verre ensemble, c'était le moment où j'allais plus socialiser. Mais le lundi, je faisais beaucoup de choses par moi-même. Parce que j'avais besoin de me sortir de là. Parce que sinon, t'es dans ta bulle, t'es dans ton bocal. Mais t'apprends à connaître tes collègues comme jamais tu pourrais connaître tes collègues de bureau dans un métier normal. C'est un peu la colonie de vacances. Ouais, en grandeur nature. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, après, bon, y a des personnes qui, elles, j'imagine, apprécient être qu'entre collègues et puis vivre le truc à fond qu'avec les collègues. Après, c'est aussi, Oui. j'imagine, une mentalité. Hein. C'est aussi, il y a des gens qui ont peur de l'environnement autour. Tu peux être dans une ville qui peut être un peu dangereuse. Quand on est à Baltimore, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était une des villes où il y avait le plus gros taux de criminalité aux États-Unis. Donc il y a des gens qui ne voulaient pas sortir, donc ils ne restaient toujours qu'entre eux avec les gens du cirque. Ils n'allaient pas essayer un restaurant ou quelque chose. Donc, mais bien sûr, il faut faire attention toujours là où on est. Et c'est là au moment où j'ai pas mal appris à être toujours profil bas et à pas me faire remarquer quand je suis dans la rue avec ma casquette. Je regarde des choses, mais j'ai pas l'air d'un touriste qui est sur les Champs-Élysées, qui voit l'Arc de Triomphe pour la première fois de sa vie et qui pleure. Et alors du coup, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est-à-dire, en fait, t'as une vraie vie nomade, mais t'es comme un citoyen à chaque fois que t'arrives dans les villes où tu travailles. Exactement. Donc quand on arrive, la période de montage, on n'a pas le temps de vivre, on mange au cirque, et puis et c'est en cuisine temporaire, c'est plus du genre de barbecue qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont pas encore leur camion qui a été installé, ou ils sont en train d'installer, et puis on rentre le soir, on est tout crotté, on a été dans la poussière toute la journée, on est sur des stationnements. C'est vraiment pas le côté glamour du cirque, on rentre, on prend une douche, et puis on va se coucher, la journée a duré déjà 12 heures, on n'a pas besoin de la sentir encore plus. Quand la première, toute la pression, toute la première est passée, là on commence à explorer. Donc c'est là où on va commencer, ok, c'est quoi mon supermarché à côté? C'est quoi si je vais aller chez le coiffeur? Tu vas changer de coiffeur à chaque ville. Donc, quel est le salon de coiffure sur lequel je peux aller? Tu vas commencer à prendre tes repères et puis tu utilises en général souvent les transports en commun pour aller travailler. Donc, tu deviens un local qui, en général, l'heure où tu commences à travailler, c'est 11h le matin. À 10h, tu vas prendre l'autobus à 10h, comme avec tous les gens qui prennent l'autobus pour aller travailler à 10h. Donc, tu t'intègres complètement. Parfois, on a aussi des navettes, mais c'est pas toujours aux horaires qui conviennent à tout le monde. On a aussi quelque chose qui est jamais vécu ailleurs, c'est la notion du temps. On réagit en marché et pas en mois. Donc, à un moment, je vais dire, hey, j'ai peut-être dû pour aller chez le dentiste pour un nettoyage dentaire. C'est quand la dernière fois? Ici, je me dirais, la dernière fois que je suis allé, c'était au mois de septembre. Ok. Là-bas, je pensais, j'étais à Austin, au Texas. Donc, ça fait 3 villes, donc je suis dû pour y aller. Donc, on va vraiment penser dans quelle ville la dernière fois j'ai été faire, je sais pas moi, une visite chez le médecin ou toutes ces choses-là. Notre notion du temps se fait en ville, ce qu'on appelle en marché au cirque, et pas du tout en mois calendaire. Donc c'est vraiment aussi une autre façon de penser aux choses et de s'organiser. Et alors donc, quand tu touches des salaires, comment ça se passe? Après, tu dois déclarer les impôts par rapport aux villes où t'étais ou...
Oui, alors, donc pour les impôts, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Les chanceux qui sont résidents fiscaux au Québec sont taxés quel que soit l'endroit où ils travaillent. Donc si par exemple au Québec, tu es taxé, je sais pas moi, tes impôts sont à 30% de tes revenus, et que tu travailles au Mexique où on va te taxer peut-être juste 10%, mais le Québec va prendre les 20% manquants. Ce qui fait que, comme on dit en bon québécois, tu te fais fourrer partout sur la planète. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Moi, très très vite, on m'a fortement conseillé d'être français et pas québécois. Donc, je jouais mon passeport français parce que la France n'a pas ce jeu de double taxation où ils veulent te prendre tout ce qu'ils peuvent avoir perdu. Donc, c'était beaucoup mieux. Ça fait que quand on est au Mexique, j'ai quasiment pas payé d'impôts alors que mes collègues québécois ont payé beaucoup plus. Maintenant, quand on arrive pour le moment des déclarations d'impôts, c'est quelque chose de très complexe parce que tu dois déclarer fiscalement dans tous les pays où tu as travaillé, tu dois faire ton retour d'impôt. Donc, si tu as été au Canada, si par exemple j'étais à Montréal, je dois faire une déclaration d'impôt pour le Québec et je dois en faire une pour le fédéral canadien. Ça va, c'est juste 2. Mais si après j'ai été en Ontario, je dois faire aussi une pour l'Ontario. Puis si j'étais en Alberta, je dois faire une pour l'Alberta. Donc rien que pour le Canada, on est déjà rendu à 4. Aux États-Unis, c'est une par État, plus la fédérale des États-Unis. Et parfois, il y a même dans la ville spécifique. Il y a certaines villes, Portland en Oregon, on doit faire une déclaration d'impôt pour la ville. Pour, en plus, en rajouter, lorsque tu tournes en Australie, l'année fiscale n'est pas du 1er janvier au 31 décembre, mais en Australie, je pense que ça se termine fin février, ça commence le 1er mars. En Nouvelle-Zélande, ça commence le 1er avril. Ce qui fait que tu vas faire toute déclaration d'impôt pour tous les pays, et puis quand tu reçois ton retour d'impôt, qu'elle a été traitée par les services fiscaux, ils vont te dire, voilà l'ajustement, voilà finalement ce que tu as payé, et on va te rembourser éventuellement si tu as trop payé, ou tu dois nous payer plus si tu n'as pas assez payé. Et donc, ensuite, tu dois faire un ajustement pour toutes les autres déclarations, disant, actuellement, en Australie, je pensais que j'avais payé, je sais pas, moi, $800 d'impôts, mais je n'en ai payé que 600. Et donc, tu dois ajuster les autres. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Je crois que le maximum que j'ai eu en une année, c'était, je sais plus si c'était 12 ou 14 retours d'impôts que j'ai dû faire. Heureusement, on a des fiscalistes qui venaient en tournée pour nous aider. On peut engager des gens de manière privée pour ça. Donc, le cirque envoyait les fiscalistes. Je sais pas s'ils les envoient encore ou si maintenant tout se fait en ligne, parce que maintenant, il y a plus de technologie pour ce genre de choses. Mais ils venaient avec l'ordinateur et puis, l'avantage, c'est qu'ils avaient accès à tes talons de paye. Donc, ils pouvaient voir exactement tous tes revenus. Et puis, c'est des experts dans ce genre de choses. Mais personne ne peut faire ses impôts par soi-même à moins d'être fiscaliste dans l'âme et puis de connaître les traités entre les pays, etc. C'est quelque chose d'assez complexe. On est payé, les Canadiens sont payés au Canada. C'est les Caisses populaires des Jardins qui étaient la banque qui s'occupait de ça pour le cirque. Et puis, si tu n'étais pas Canadien, tu étais payé aux États-Unis. Donc, tu donnais un compte bancaire aux États-Unis, puis tu étais payé aux États-Unis. Mais après, si tu viens en Australie, à chaque fois que tu retires l'argent distributeur, tu avais des frais. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces super cartes de crédit pour les voyageurs, etc. Donc, ça pouvait coûter aussi très, très cher. C'est vrai. Donc, si tu pars 50 semaines, combien de pays vous faites et combien de villes pour qu'on ait, à peu près évidemment, pour qu'on ait une idée un peu de ce que ça peut représenter? Tout va dépendre vraiment dans quel pays tu tournes et dans quel type de marché tu vas avoir. Donc moi, quand j'ai commencé sur Varekai, on faisait les marchés B aux États-Unis. Je pense que j'ai dû faire 6 villes en un an. Parce qu'on n'était pas sur les plus gros marchés, on restait en général à peu près 2 mois, donc ça fait à peu près ce rythme-là. Si par contre tu commences une nouvelle tournée, c'était à Montréal, tu y es pendant 4 mois. Après Québec, tu y es en général juillet-août, donc tu y es pendant 2 bons mois. Et puis après tu fais Toronto et San Francisco très souvent, ce qui fait que tu vas te limiter à 4 villes, parce que tu y es pour très très longtemps. Ah ouais, donc ça dépend, en fait c'est plusieurs types de tournées? Ouais, je dis, quand tu commences une tournée, tu fais les grosses villes d'abord, donc tu y es plus longtemps, puis après, on fait les plus petits marchés. Donc, Houston, le Texas, Dallas, ça, c'était pas les plus grosses villes des États-Unis, donc c'était considéré comme marché B. Ceux qui faisaient les tournées en aréna avec le cirque, donc c'est comme des tournées de concert, eux restaient en général même pas une semaine dans une ville, parce qu'ils arrivaient comme un concert. Donc, ils montaient le spectacle en quelques heures. Ils faisaient 1, 2, 3 shows, et puis ils démontaient et repartaient. Ils pouvaient faire 2 villes en une semaine. Ce qui fait que pour eux, c'est encore un rythme qui est très, très différent. Mais eux vivent dans des autobus quasiment. Ils sont toujours en autobus d'une ville à l'autre, ou dans un avion Nolisé privatisé entre 2 villes. Donc, ils ont un rythme qui est très différent, mais ils ont des temps de pause. Lorsqu'ils prennent un break, je sais pas, je crois que c'était tous les 3 mois, ils avaient peut-être un mois off pour avoir du temps quand même de récupérer un peu. Donc, c'est un autre rythme, mais j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai toujours été en chapiteau. Ok. Et donc, quand est-ce que et comment tu découvres finalement la Nouvelle-Zélande?
Alors, le cirque m'y a emmené. On tournait en Australie. On avait une tournée australienne et néo-zélandaise. C'était 2006-2007. Donc, ça faisait juste 1 an et demi que j'étais au cirque. Et je me souviens, quand on nous avait annoncé, on était à Miami, on nous a annoncé, votre plan de tournée a été modifié. Vous allez aller on allait sur la côte ouest des États-Unis. Je pense qu'on faisait Portland et puis Vancouver. Seattle, Portland, Vancouver. Et puis, après, on allait à Sydney. Donc, je suis très excité d'aller en Australie. J'avais déjà été en vacances, mais je n'avais jamais vécu. Et donc on a fait Sydney, on a fait Brisbane, et puis ensuite on a été en Nouvelle-Zélande pour faire Auckland. Et transporter le show entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça s'est fait par bateau. Donc on avait un peu plus de temps, et avec une de mes très bonnes amies qui est comptable, on a pris l'avion et on a fait l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, pour ceux qui connaissent pas, c'est 2 îles qui sont connectées, il y a un bras de mer entre les deux là, c'est 2 heures de ferry, mais et puis j'ai fait l'île du Sud avec elle. On a beaucoup aimé, puis après, on a eu l'occasion de découvrir Auckland parce qu'on était ici pendant 2 mois. Et j'ai vraiment adoré l'attitude des gens, beaucoup plus relax. On sentait pas le stress qu'on peut trouver même dans les grandes villes australiennes. Je sais qu'on dit que les Australiens sont très relax, mais en Nouvelle-Zélande, c'était encore une coche au-dessus. Là, on va pas se stresser pour rien. J'ai aimé le climat. J'avais la chance, quand j'ai fait cette tournée-là, on était là décembre. On a commencé le montage juste après Noël. Mais décembre ici, c'est Noël. C'est Noël à la plage, parce qu'on n'a pas de neige en hémisphère sud, donc c'est un concept qui est très différent. Si tu vas dans les magasins dans le temps des fêtes, ils vont te vendre des décorations Noël à côté des meubles d'été, des meubles de patio. Chose que moi qui venais de chez Ikea, qui était complètement 2 saisons opposées de l'année. Donc j'ai encore un petit peu de mal. Ça me manque un peu le Noël blanc, mais après je veux plus entendre parler de neige. Juste pour Noël, quoi, 1 semaine. Juste pour Noël, c'est ça. S'il vous plaît. Après, on n'en veut plus. Surtout quand le 2 janvier, tu regardes Rutsi. Moins 40 s'en vient en février. Oh mon Dieu. Ah oui, non. Le pire s'en vient. Ouais. Ce fait que j'ai eu l'occasion de découvrir la Nouvelle-Zélande et j'ai dit c'est vraiment un bel endroit, puis j'aimerais vraiment avoir l'occasion d'y passer plus de temps. Et puis après 50 tournées, je sais pas si c'est encore le cas, mais après 50 tournées en cirque, tu peux prendre une année sabbatique, donc non payée. Donc quand j'ai atteint mes 5 ans, j'ai dit j'aimerais aller à Auckland. Ah oui, mais on aimerait que tu commences ce nouveau spectacle, donc qui s'appelait Totem, qui commence par Montréal. Et puis moi j'avais pas encore fait Montréal comme marché, donc j'étais excité. Enfin j'avais fait Québec, mais j'avais pas fait Montréal. Donc j'étais très excité d'aller travailler dans ma ville. Donc j'ai dit ok, je vais commencer le spectacle, et puis on faisait Montréal, Québec, et puis après je devais partir. Ah oui, mais on emmène le show à Amsterdam finalement, donc ce serait bien que tu fasses le transfert international. T'as beaucoup d'expérience. Ok, donc j'emmène le show à Amsterdam. Après, je m'en vais. Ah oui, mais non, mais après, on s'en va à Londres, c'est dans le hall. Et puis, après, le show retourne en Amérique du Nord. Il voulait quelqu'un qui ait l'expérience pour commencer le show en Amérique du Nord. Et puis, on retourne à Montréal. Fait que ça a étendu la sauce pendant un petit bout de temps. Quand j'étais rendu à 8 ans, j'ai dit, là, je m'en vais. Je finis Toronto. Je fais le démontage de Toronto. Le show s'en va à San Francisco. Je suis là à Toronto. Je ne serai plus là à San Francisco. Donc, j'ai pris mon année. Puis, en parallèle du cirque, sur mes journées de repos, j'enseignais le fitness. J'enseignais des groupes, des cours qui s'appellent Les Mills. Il y a toute une panoplie. Il y a Body Pump, Body Balance. Il y a plein de cours. Il y a vraiment tout. Ça va être des poids, ça va être du yoga, ça va être de la danse. Il y a plein de choses différentes. Et ce que j'ai découvert ici, c'est que ces cours étaient créés ici à Nouvelle-Zélande. C'est un peu Les Mills, c'est un peu le McDonald's du fitness. Ça veut dire que tu fais un cours Body Pump à Auckland, à Moscou, à Paris ou à Montréal, ça sera exactement la même musique, la même chorégraphie. Donc c'est contrairement à la Zumba où tu peux avoir un instructeur Zumba qui est fantastique, qui t'inspire, qui a une super musique, et puis le lendemain, tu as un autre instructeur Zumba qui va te faire des mambo cha-cha-cha pendant 1 heure, et puis tu dis, est-ce qu'on peut faire autre chose? Donc là, Les Mills, c'est le même produit partout sur la planète. Et à force de les rencontrer, j'ai commencé à venir régulièrement ici. Donc depuis 2007, j'ai commencé à venir très souvent. Et puis ils m'ont dit, ça serait bien que tu viennes travailler un peu pour nous. Donc, je me suis trouvé un boulot avec Les Mills. J'ai eu de la chance, ils m'ont supporté mon application pour un permis de travail d'1 an. C'est ça, ouais, parce que pour la Nouvelle-Zélande, c'est un peu compliqué. Ouais, surtout que moi, j'étais trop vieux déjà pour avoir les Work Holiday Visas. J'avais expiré par rapport à ça. Donc, j'ai réussi à prouver que j'avais un boulot, que j'allais pas prendre le boulot d'un Néo-Zélandais ici, qu'il crée un poste pour moi. Donc, négocier un petit peu avec l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Canberra, j'ai réussi, à Ottawa, j'ai réussi à avoir mon permis de travail d'1 an. Donc j'ai quitté le cirque le 10 novembre 2011, et le lendemain j'arrivais à Auckland le 13, parce qu'on perd une journée quand on part. Dans ce sens-là. Donc oui, tu étais en année sabbatique, mais tu travaillais quand même. J'ai une année sabbatique. Mais j'ai travaillé parce que de toute façon, il fallait bien que j'ai de quoi me payer un loyer, parce que là, j'étais plus hébergé et nourri par le cirque. Et donc, je suis arrivé ici, puis j'ai commencé à travailler. Puis je me suis beaucoup plu, j'aimais Les Mills, c'était une
quelque chose vraiment qui m'intéressait. C'est des gens qui étaient vraiment passionnés. Puis c'est vrai que quand on dit qu'on vient du cirque, les gens ont toujours plein de questions. Donc automatiquement, ça facilite la communication. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que Les Smiths très vite m'a dit, on aimerait que tu ailles standardiser un petit peu nos formations à travers la planète. Donc ils ont commencé à m'envoyer voyager. Et j'étais à Auckland pendant 1 mois et j'étais parti en tournée pendant 3 semaines à travers le monde. Donc on m'envoyait en Europe. Je revenais à Auckland pendant 1 mois, puis après j'allais pendant 3 semaines en Amérique du Nord voir les différents agents et formateurs qu'on avait. Ce qui fait que j'étais sur la route encore en permanence. Sauf que là, je voyageais encore plus qu'avec le cirque parce que j'étais pas dans une ville pendant 3 semaines. Je passais mon temps, je prenais l'avion comme un nain. Mais j'aimais ça parce que j'avais pas de partenaire ici, donc j'avais pas forcément d'attache. Mais j'avais une clé avec un appartement qui ne changeait pas. C'était ma clé, chose que j'avais pas eue pendant 8 ans au cirque. J'avais une chambre d'hôtel qui changeait tout le temps, les petits savons, les petits shampoings. Moi, ça m'impressionne plus du tout. Là, j'avais ma propre salle de bain à moi. Si une ampoule brûlait, j'appelais pas la réception. C'était moi qui devais changer l'ampoule. Ça paraît un peu stupide, mais à un bout d'un moment, tu dis, hey, j'ai quand même des responsabilités à avoir aussi. Il faut que je me prenne en charge. Et puis, j'ai travaillé pour Les Mills pendant plusieurs années. Donc finalement, tu as fait une année sabbatique et puis t'es pas retourné. Mais c'est ça. Après 4 mois, je me suis dit, je suis bien ici. C'est un pays qui est sécuritaire. On est loin de tout. Comme je dis souvent, si jamais il y a une guerre ou quelque chose, personne va venir attaquer la Nouvelle-Zélande. On est 5,5 millions. On a 40 millions de moutons, plus je sais pas combien de vaches. On a sûrement autant de vaches. Ça intéresse personne de venir nous attaquer ici. Ce fait qu'on est quand même bien isolé. Puis on l'a vu avec la Covid. On a eu un système de réponse. On a eu très très peu de cas. Nous, pendant 1 an et demi, on a eu un nombre de cas qui était minime. On a vécu sans les masques. Les premiers mois, on avait un masque, mais après, c'est terminé le confinement. On vivait sans masque, on avait les festivals, on allait au restaurant, on vivait normalement. On pouvait pas, si on sortait du pays, c'était difficile de revenir. Mais par contre, c'est ça. Mais à l'intérieur du pays, on plus, vivait sans aucun problème. Donc, ça a vraiment été, moi, je me sens très, très bien ici. Je me sens éloigné de tout le monde, mais j'ai la chance de travailler maintenant pour une compagnie aérienne. Donc, si je veux voyager, ça me coûte pas très, très cher. Et puis, on a un mode de vie qui coûte cher. Ça coûte cher de vivre en Nouvelle-Zélande, mais par contre, on s'y sent bien. Moi, franchement, je peux pas dire que j'ai quelque chose qui me manque. Oui, un Saint-Hubert de temps en temps, mais j'ai mes sachets de poutine que j'ai ramenés de Montréal quand je suis passé le mois dernier, donc je peux me faire une poutine si je le veux. Ouais, très important. Puis moi, j'habite juste en face du Saint-Hubert, donc c'est un peu j'ai le diable en face de chez moi. Mais on n'a pas le fromage en grains. Mais petit conseil pour les Québécois qui nous écoutent et qui sont loin de chez eux, le Babybel fait une job pas trop mal. Tu le coupes en petits dés, c'est pas autant squish que le vrai fromage en grains, mais c'est pas pire comme job. Ouais. Et donc finalement, toi, t'as eu comme une sorte un peu de déclic quand t'as découvert la Nouvelle-Zélande. Je suis tombé en amour, comme on dit chez nous. C'est ça. Et tu peux peut-être nous parler un peu de la culture néo-zélandaise, des gens aussi? Ouais. Alors, la culture, on est très proche de la culture des Australiens. On est quand même éloigné du reste du monde. On est britannique. Je sens plus britannique que même si il y a plus la reine maintenant, mais je suis un sujet de Sa Majesté 2 fois parce que je l'étais en tant que Canadien et en tant que Néo-Zélandais. Mais au Québec, comme tu le sais, la reine, on n'en parle pas trop en général. On s'en fout complètement. On s'en fout. Alors qu'ici, la royauté, c'est quand même très important. Même s'ils n'ont pas vraiment de pouvoir du tout, c'est le Premier ministre qui fait tout. On suit tous les développements et les potins qui se passent autour de tout ce qui se passe en Angleterre. Donc on est pas mal britannique. On boit le thé. Un autre exemple, dans les appartements, dans les hôtels, tu n'as pas de cafetière comme on a en Amérique du Nord qui fait un genre de café brun, une eau brune. On a des bouilloires et on boit du thé. On peut avoir du café, mais en général, c'est du thé. Donc, on est très, très britannique de ce côté-là. Les gens sont très ouverts. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est très facile d'aborder les gens. Ils te regardent pas pourquoi tu me parles, qu'est-ce que tu veux me voler ou tu veux m'attaquer. Non. Les gens vont t'inviter très facilement chez eux pour prendre un verre, pour discuter. Combien de fois il y a eu des Français que j'ai croisés dans la rue, puis moi en tant que Néo-Zélandais, je dis est-ce que vous voulez aller prendre une marche dans un parc? Et puis on a été marcher pendant une demi-heure, puis j'expliquais un petit peu comment fonctionne la vie ici, les choses qu'ils peuvent s'attendre à voir, ou comment sont appelées les choses, qu'ils soient pas un petit peu déroutés, parce que on est différent de l'Amérique du Nord quand même. Donc les gens sont ouverts, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas superficiel. Pour avoir vécu dans plusieurs endroits, et j'espère que je vais offusquer personne quand je vais dire ça, mais je sais que par exemple en France, c'est pas forcément facile de se faire des amis, mais quand on se fait un ami, quand on est passé à travers la noix de coco là,
à partir du moment où on est passé à travers, les gens sont beaucoup plus ouverts, puis c'est très sincère. Puis en général, c'est des relations qui vont durer. En Amérique du Nord, c'est assez différent. On se connaît pas, on est présenté la première fois, on fait tout de suite un câlin, comment ça va, et on fait comme si on se connaissait depuis des années. Et c'est très rafraîchissant quand on arrive d'Europe et qu'on arrive au Canada, par exemple, on dit que les gens sont tellement gentils. Oui. Mais t'es parti, c'est fini. Et j'ai encore quelques très très bons amis proches qui sont à Montréal, mais j'en ai beaucoup moins que ce que j'avais avant de partir, alors que je pensais qu'on allait rester en contact pendant très longtemps. Puis je retourne quand même à Montréal 2 fois par an. Mais il y en a, je vois toujours les mêmes. Ici, c'est presque le meilleur des deux mondes parce qu'ils sont faciles d'accès, mais si t'as pas parlé à un de tes amis pendant 2 mois, il va t'appeler. Hey, comment ça va? On va prendre une marche, on va manger quelque chose, on va prendre un verre. Donc, on garde toujours ce contact et c'est pas forcément quand ils t'appellent, c'est pas parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont besoin que tu les aides à déménager parce que c'est le 1er juillet. Puis non, on déménage pas le 1er juillet, on déménage n'importe quand de l'année. Ça, c'est encore notre. C'est la fête du déménagement au Canada. La fête du déménagement au Québec surtout. C'est Québec, hein. Pour ceux qui nous écoutent, les Français. Prévoyez-vous, les baux de location commencent toujours le 1er juillet. Ça fait que vous mangez de la pizza et de la bière et vous attendez sur le palier pour emménager vos boîtes. Donc, les gens sont vraiment très abordables. Côté un peu négatif de Nouvelle-Zélande, l'éloignement, je le disais, ça c'est quelque chose moi qui m'effraie pas, mais puis d'un autre côté je trouve ça rafraîchissant aussi. Il y a moins de touristes. Les gens qui viennent ici, en général c'est des gens qui veulent voyager. C'est pas quelqu'un qui va forcément uniquement dans un tout inclus au Mexique et puis qui veut se mettre sur la plage et qui veut pas sortir de sa bulle. Les gens qui viennent ici veulent explorer, ils veulent aller sur les traces de Lord of the Ring, ils veulent voir Gandalf ou chercher la bague ou ils veulent aller dans le village Hobbit. On a un village là où ça a été tourné en fait, ça s'appelle Hobbit Town. Qui est pas très loin d'Auckland. Ils veulent faire des choses en plein air, ils veulent pas être dans des centres commerciaux, donc on fait pas du tourisme dans les centres commerciaux ici. On a un Zara pour tout le pays, là, pour te dire. Donc, on a quelques grandes chaînes internationales, mais pas tant que ça. Donc, on vient pas pour magasiner, on vient vraiment pour être dehors et faire du bateau. On est 2 îles, donc on est entouré d'eau. Découvrir un peu la culture. Le coût de la vie est très très dispendieux et très cher. Donc, nos loyers ici sont à la semaine. Moi, je suis propriétaire de 2 appartements, donc je vis dans un mais je loue l'autre. Et je charge. Il me semble. Je pense que oui. C'est encore peut-être, ça vient de là. Donc, comme au Canada, on est payé aux 2 semaines. Je trouve ça très bien parce que être payé au mois, je peux plus imaginer ce genre de choses. Moi, je me vois pas retourner dans l'autre sens. Non. Il y a des gens qui ont peur de passer à ce système-là, mais c'est tellement mieux. Donc, on est payé aux 2 semaines, c'est très bien. Le jeudi, on touche notre paye. Et puis, mais par contre, les loyers, donc, pour te donner un ordre d'idée, l'autre appartement que je possède et que je loue, c'est un 2,5. Donc, c'est une chambre fermé, une grande chambre, un salon, cuisine et une salle de bain. Donc c'est bien pour un couple, c'est loué par un couple. Il paye $520 néo-zélandais, donc en canadien, je dirais ça fait à peu près $480 par semaine. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc ça fait presque $2,000 par mois. Oui, on est à peu près à $2,000 par mois pour une chambre à coucher. Je pense que ça a quand même vachement augmenté au Québec. Oui, c'est vrai que dernièrement, depuis 2 ans au Québec, les prix ont beaucoup augmenté. Ouais, on a bien choisi notre moment pour venir s'installer au Québec. Moi, j'ai bien choisi mon moment pour acheter en 2013. Je dirais que je suis bien content. Puis ça va pas s'arranger, les taux d'intérêt continuent à augmenter en plus. L'épicerie aussi est très chère, ça c'est quelque chose. Je trouve que ça a augmenté aussi au Québec quand je suis passé le mois dernier. Mais ici, tu ressors pas de supermarché. Si tu sors avec un petit sac réutilisable, mais un petit sac, t'as dépensé facilement $40 à $50. Puis t'as pas grand chose dedans. Donc tout est très cher. Les salaires suivent aussi, parce que ici, tu vois, au Québec, effectivement, tout a augmenté, mais nos salaires suivent quand même pas mal, je trouve. Alors, les salaires n'ont pas beaucoup augmenté par rapport au coût de la vie dernièrement, sur les dernières années, mais étaient déjà quand même plus élevés. Un exemple que je peux donner, parce que j'ai un ami qui travaille pour Air Canada en tant qu'agent de bord. Alors, je veux pas dire que c'est le salaire de tout le monde, parce qu'il y a sûrement différents contrats, différentes seniorités, mais il touche à peu près environ 21 000 € pour travailler pour Air Canada en tant qu'agent de bord. D'autres amis qui travaillent ici pour Air New Zealand sont plus dans les 29 000 €. Donc, il y a quand même une différence pour exactement le même métier. Donc, le coût de la vie est
on est mieux payé pour un coût de la vie qui est plus élevé. Ce qui est très intéressant, c'est que on a nos producteurs, par exemple, de lait. Le lait néo-zélandais est très exporté parce qu'il y a eu beaucoup utilisé en Asie, par exemple, pour les bébés, donc il est transformé en lait en poudre. Mais les producteurs de lait peuvent vous rendre leurs produits en l'exportant très très cher. Donc ça les intéresse pas de les vendre pas cher pour nous ici les locaux, parce qu'ils font plus d'argent en l'exportant. Ce qui fait qu'on va le payer même prix que quelqu'un qui va l'acheter à l'étranger. Donc ça revient très cher. Trouver du vin néo-zélandais à la SAQ moins cher que ce que je le paierais ici. J'ai dit mais il vient d'ici, il vient de chez moi. SAQ c'est un peu comme chez Nicolas en France. Sauf que là, c'est carrément régi par le gouvernement québécois, la SAQ. Société de l'alcool du Québec. Ne pas mélanger avec la SAC, qui s'occupe des permis de conduire. Exactement, et j'ai d'ailleurs fait évidemment la bourde avec mon premier employeur au Québec. Je venais juste d'arriver, tu sais, et puis je lui ai dit, bon cet après-midi, je vais devoir partir plus tôt parce qu'il faut que j'aille à la SAQ. Il a cru que t'allais chercher du vin. Il a dû se dire, non, les Français, hein, décidément, c'est vraiment des... C'est pas un cliché, le vin, hein. Ils aiment ça. Prépare l'apéritif, c'est important. Oh là là, bon, je pense qu'il a peut-être compris, mais ouais. Oui, c'était dit permis de conduire, je pense qu'il a dû s'adapter, mais... Ouais, et donc toi, maintenant, ça ressemble à quoi ta vie en Nouvelle-Zélande, ta vie de tous les jours, ton quotidien? Elle est très occupée parce que j'ai 4 boulots. Wow. Je suis quelqu'un qui n'aime pas m'ennuyer, mais toi, t'es pas mal occupé, je crois, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc, mes 2 principaux boulots sont pour Air New Zealand. Donc, je travaille pour la compagnie nationale. J'étais pendant des années, jusqu'à ce que la Covid arrive, j'étais chef de cabine sur de longs courriers. Donc, j'étais parti, c'était encore des voyages dans ma vie, c'est que là j'étais payé à 100% pour les faire. Et puis la Covid est arrivée, on a réduit le nombre d'employés. Moi, ça faisait que à l'époque 6 ans que j'étais employé, donc il y a des gens qui sont restés. Mais j'ai eu la chance d'être réengagé 3 semaines plus tard et j'ai commencé à travailler pour l'équipe médicale. On a une équipe de médecins, d'infirmières qui vont s'occuper des examens annuels de nos pilotes parce que pour pouvoir avoir le certificat, pour pouvoir voler, ils doivent passer un examen médical. On doit aussi s'occuper de tout ce qui est pré-emploi. Donc lorsque quelqu'un, par exemple, applique pour un boulot pour travailler pour le cargo, ils doivent être capables de porter des poids assez élevés pendant certains moments. Donc, on doit vérifier à ce qu'il n'y ait pas de blessures ou de choses qui pourraient avoir des conséquences ou même des conditions préexistantes, comme disent les assureurs. On va aussi devoir donner notre autorisation pour transporter des passagers qui sont sur un brancard. Donc, il y a énormément d'aspects sur lesquels on est touché que, honnêtement, moi, je ne connaissais pas avant de rejoindre cette équipe. Donc, ça, c'est mon boulot principal. Mais je suis encore chef de cabine parce que j'aime encore vérifier une fois par semaine que je suis capable de fermer le bouton de mon uniforme. Et donc, une fois par semaine, je monte dans un avion et je fais des vols. Je fais plus du long courrier parce que ça m'enverrait trop loin et je devrais passer des nuits à l'étranger. Donc, je fais du court et du moyen courrier. Donc, je rentre en général chez moi le soir. Mais pour m'amuser, pour garder le contact avec les pilotes, avec les agents de bord, avec les passagers, une fois par semaine, je fais encore un vol. Et puis, quand c'est les périodes de congé, j'en fais un peu plus. Et on a la chance de voler vers Nouméa. Donc, c'est une des rares destinations francophones. Donc, en général, quand je prends l'international, je demande à faire du Nouméa parce que ça me permet de parler en français avec des passagers, chose qui m'arrive jamais. Et pour eux, c'est une meilleure expérience à bord aussi parce qu'ils ont quelqu'un qui va les comprendre. Ils sont compris. Donc, je fais, là, pendant le temps des fêtes, j'ai fait beaucoup de Nouméa. Donc, ça, c'est mes 2 boulots officiellement qui me payent directement. Je suis aussi YouTuber. Donc, ça fait 5 ans et demi que j'ai ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai un autre nom, mais je vais le dire sur le podcast parce que ça me gêne pas. Je l'annonce pas sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Victor Voyage, tout simplement parce que je veux pas être associé à ma compagnie aérienne. Si dans mes vidéos où je reste générique par rapport à toutes les compagnies, je dis que je travaille pour Air New Zealand et puis dans une vidéo je dis que les repas en économie sont pas très bons, je veux pas que les gens pensent que chez Air New Zealand les repas en économie sont pas super bons. Je parle toujours en général, donc je m'attache pas à ma compagnie. Ma compagnie sait que je fais des vidéos, mais je ne les mentionne jamais, je ne dis pas où j'habite, je ne dis pas où je travaille et j'ai changé mon prénom comme Victor. Donc c'est moi derrière, si vous écoutez Victor Voyage sur YouTube, mais je m'appellerai jamais David. Donc ça c'est mon 2e emploi parce que YouTube me paye un petit peu maintenant pour faire des vidéos, donc c'est toujours revenu, c'est mon 3e emploi. Et puis je suis aussi producteur de théâtre. Donc je travaille pour plusieurs compagnies de théâtre qui sont à Auckland et à Wellington aussi, la capitale. Et puis lorsqu'on a une nouvelle production, en général je vais m'occuper de la production. Donc ça va être aussi bien les contrats avec le théâtre sur lequel on va le faire ou les salles, les contrats des artistes, toute la logistique qui vont aller par rapport à ça, la billetterie, le marketing, et puis ça peut être le support aussi le jour des spectacles. Et puis des fois même je me retrouve sur scène aussi un petit peu, ça m'est arrivé une couple de fois. Donc mon but c'est pas d'être acteur, mais
j'aime beaucoup le milieu du théâtre, surtout le théâtre immersif. Et j'en ai vu à New York qui a changé ma vie. Et je me suis dit, quand la Covid est arrivée, que j'ai perdu mon emploi, j'ai dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, simplement, ça paye pas forcément assez pour pouvoir payer un loyer tous les mois. Et puis c'est assez irrégulier. Donc quand on m'a proposé à New Zealand, j'ai dit, ok, j'y retourne, mais je veux faire ça en parallèle. Et puis l'industrie a reparti doucement avec les nombres de cas de Covid qui ont baissé. Et donc, depuis, je produis en général 3 spectacles par an, bon an, mal an. Quand même. Wow. Ça me tient occupé. C'est clair. Et donc, après, c'est quoi tes hobbies, ce que tu aimes faire, peut-être que ce que tu as découvert aussi depuis que tu es en Nouvelle-Zélande? Alors, autant je faisais beaucoup de sport quand j'enseignais le fitness. Je dirais que j'en fais beaucoup moins parce que j'ai plus le temps. J'aime lire. J'ai écrit un livre, enfin Victor, de Victor Voyage a écrit un livre et je suis en train d'écrire mon 2e. Donc ça me tient occupé parce que j'aurais publié vers le mois d'avril qui s'en vient, puisque c'est des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Ça va de comment réserver son billet d'avion, les choses à éviter, les choses à savoir, les choses à penser, comment préparer sa valise, comment se passe l'arrivée à l'aéroport et le vol. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà pris l'avion et ils n'ont pas besoin de lire le guide de la première à la dernière page, mais c'est comme un guide de voyage. Si tu achètes un guide sur l'Italie, tu vas pas faire toute l'Italie, tu vas juste lire les pages dont tu as besoin. Donc, s'il y a quelque chose qui te manque, ou tu n'es pas trop sûr, tu veux connaître les types, par exemple, comment utiliser un VPN pour trouver un billet d'avion moins cher, parce que tu mets, par exemple, sur la Belgique, très souvent, tu vas trouver moins cher que si tu t'es mis en France, même si tu pars de Paris. Donc, parfois, en changeant avec le VPN, le pays d'où on est, les prix vont varier. Donc, il y a plein de petits conseils comme ça que je mets dans mon livre et j'aimerais le publier. Je le mettrai sur Amazon. C'est Amazon qui me publie, donc j'ai pas besoin de gérer du stock, c'est imprimé à la demande ou en e-book. Donc ça me prend pas mal du temps. Puis j'essaie de dormir aussi de temps en temps. C'est accessoirement. C'est overrated comme on dit, mais de temps en temps aussi ça fait du bien. Et puis je vais voir des spectacles, même si j'en produis que 3 par an. En général, je vais en voir 2 à 3 par mois minimum, donc je vais toujours voir. On a quand même beaucoup d'activités. C'est pas forcément les plus gros shows, c'est pas forcément des choses de Broadway que je cherche à voir. Il y a énormément de talent dans des plus petites salles, et c'est plus ces gens-là que j'ai envie de supporter parce que eux sont moins connus et en général ils sont au début de leur carrière et c'est le moment justement de repérer les nouveaux talents. Donc je fais un peu de casting en même temps. Ah ouais, dis donc. Tu as déjà vécu 1000 vies finalement. J'en ai vécu pas mal, et mais quand je me présente à quelqu'un, en général, je sais jamais quelle version de David je dois présenter. C'est toujours un dilemme parce que le problème, c'est que parfois, si je dis je viens du cirque, les gens vont poser plein de questions, mais moi, ils me laissent pas le temps de leur poser des questions à eux et d'apprendre à les connaître. Et c'est toujours moi qui répète mon histoire. Maintenant, je vais les envoyer sur notre podcast, je vais écouter le podcast, vous allez tout savoir. Puis maintenant, parlez-moi de vous. C'est toujours un peu gênant, où il y a des gens qui sont très intimidés. Oh, ma vie est tellement plate par rapport à la tienne. Non, mais dis-moi ce que t'as fait toi, dis-moi qui tu es. Et ça a des bons et des mauvais côtés aussi. Mais j'ai vécu plein de belles expériences dans ma vie, donc je vais vraiment pas m'en plaindre. Mais non, c'est clair. On va bientôt arriver à la fin de notre échange. J'aimerais beaucoup quand même que tu nous dises ce que ça t'a apporté, là, toute cette expérience du Cirque du Soleil, personnellement notamment. Parce que ça t'a appris sur toi aussi. Ça m'a appris à m'adapter, à trouver des solutions, comme on dit en anglais, out of the box. En essayant de trouver d'autres solutions que ce qu'il y a dans un guide ou un manuel. Quand la tente est inondée parce qu'il y a un énorme orage et que il y a de l'eau partout, il faut trouver un autre moyen. Quand je sais pas moi, un passager est malade dans l'avion, on va essayer de trouver de quoi essayer de s'occuper de cette personne-là avec les moyens du bord. Ou si jamais le traiteur nous a pas mis le nombre de repas qu'on a besoin, on va trouver une solution. On peut pas s'arrêter au supermarché. Donc toutes ces choses que j'ai appris au cirque. Puis quand j'étais engagé, on m'a jamais dit tout ce que j'allais faire. On m'a pas dit que le premier jour, je serais sur un forklift. On m'a pas dit que 3 jours plus tard, je serais en haut d'un mât à, je sais plus, je crois qu'il est à peu près 40 mètres de haut, attaché, et moi qui ai peur du vide, je peux dire que je me sentais vraiment pas à l'aise. Il y a plein de choses qu'on m'a pas dit, puis j'étais là, je dis bon, essaye-le, puis si t'aimes pas, tu partiras du cirque. Donc, une grande leçon, c'était, essayer les choses. Puis si ça nous plaît pas, on peut toujours dire non, je m'arrête là, c'est correct, je me sens pas, c'est pas mon élément, c'est pas quelque chose qui me tente. Mais il faut quand même prendre le temps de les considérer. C'est pas parce que c'est nouveau que ça va pas bien aller. La nouveauté fait toujours peur, les changements font peur aux gens, mais 9 cas sur 10, on est enrichi, on apprend des choses. Donc, si vous avez l'occasion de voyager, si vous avez des milles de votre compagnie aérienne, utilisez-les, allez dans un avion, allez explorer des nouvelles choses, n'allez pas toujours au même endroit en vacances.
Vous savez, un voyage se passe jamais comme il est prévu. On planifie plein de choses dans un voyage. On va louer la voiture à tel endroit, on va conduire pendant 2 heures, on va à tel endroit. Et puis à un moment, on va prendre le mauvais tournant et puis on va se retrouver complètement ailleurs. Puis on va découvrir le petit village qu'on n'aurait jamais imaginé s'arrêter. Puis on va aller dans la petite auberge du village, c'est le seul endroit qui est ouvert. Et puis on va manger un des meilleurs repas qu'on aurait eu dans notre vie, alors que c'était sur aucun guide. Il y a tellement de choses à découvrir, donc je dis pas qu'il faut y aller les yeux fermés et prendre des risques, mais sortir des sentiers battus, essayer de penser un petit peu différemment. Pour moi, c'était la plus grande leçon que j'ai eue du cirque. Et puis, je continue à l'appliquer tous les jours dans mon emploi. Et puis, oui, mon coloc a été contorsionniste. Il fait que j'arrivais le matin et je voyais avec la tête au-dessus de ses fesses en train de regarder la télé. Puis, c'est devenu complètement normal pour moi maintenant. Ça fait que ça m'a biaisé un peu. Et quand je vois des shows du cirque, je veux dire que je suis très, très, très exigeant par rapport à ce que je vois. C'est difficile de m'impressionner. Ah oui, c'est le risque après. Et j'aimerais beaucoup te donner là, le petit mot de la fin. Encourager des personnes qui n'oseraient pas, mais qui auraient envie de se lancer un peu dans cette aventure folle du cirque notamment. Oui, écoute, dans les employés locaux qu'on a, qui sont pas des employés du cirque, qui travaillent pour le cirque, mais travaillent pour des compagnies d'intérim, il y en a très souvent qui commencent à suivre le cirque. T'es à Montréal, j'ai de la famille à Québec, le show s'en va à Québec, j'ai trouvé un hébergement chez de la famille ou des amis à Québec, et puis je vais continuer à travailler avec vous. Et puis, on en a qui nous ont suivis à travers toute l'Australie. Donc, on en a eu qui avaient des work holiday visas, qui nous ont suivis du Québec, et qui sont arrivés, qui ont tourné pendant 1 an avec nous en Australie. Puis, ils remplissaient les conditions, parce qu'en Australie, à l'époque, le work holiday visa, tu devais pas rester plus de 4 mois, je pense, dans la même ville. Le but, c'était que tu explores le pays. C'est parfait. T'as un boulot et tu continues à tourner à travers le pays. Donc, ça peut être un très, très bon moyen de découvrir le monde, à condition d'avoir les visas de travail. Mais il y a des tournées en Europe. Ce qui fait que si vous avez un passeport européen, vous pouvez voyager un peu partout. Après, à vous de vous arranger avec des colocs, avec d'autres personnes qui sont en tournée comme ça. Et puis, on a beaucoup de couples aussi qui sont créés avec des employés permanents. Donc, j'ai je sais pas combien d'amis qui se sont mariés avec un technicien, avec un de mes superviseurs, avec un artiste, etc. Et puis, qui sont devenus des employés permanents du cirque à la suite, mais qui étaient au début des employés locaux. Et en anglais, on dit « run away with the circus », c'est exactement ça. Ouais, complètement. Puis c'est vrai que ça peut aussi avoir un petit côté rassurant, comme tu le disais plusieurs fois, le fait d'être ensemble et puis se déplacer ensemble, etc. Ça peut avoir, si vous avez un peu peur et tout, ça peut être aussi une idée pour vous ouvrir quand même au monde. C'est ça. On ne ferait pas beaucoup d'argent en tant que circador, là, mais vous allez gagner tellement en expérience. Puis après, et puis honnêtement, le jour après, vous allez dire sur votre CV, vous avez travaillé pour le Cirque du Soleil, même si vous n'êtes pas employé du cirque, vous avez été en tournée avec le Cirque du Soleil. Sur un CV, ça sort toujours très très bien. Les gens ont toujours plein de questions. C'est clair. Ça permet de briser la glace en entretien. Ah, tout de suite. Combien de fois on m'a juste parlé du cirque et pas du tout du boulot que j'allais avoir. Ça m'étonne même pas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ça m'a fait trop plaisir d'en découvrir plus sur le Cirque du Soleil et aussi sur la Nouvelle-Zélande, qui fait quand même, je pense, rêver beaucoup de monde. On est à quelques heures. Il y a des vols directs de New York. Ça fait que vous avez juste à faire un saut à New York, ou de toi, tu vas directement sur New York, t'es pas très loin. Et après, il y a un vol direct de 19h qui t'emmène directement à Auckland. Ça fait que si tu viens ici, t'es la bienvenue. Merci beaucoup. Écoute, je te dis à très bientôt. Oui, merci encore une fois de m'avoir invité. À bientôt, Adèle. Avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.